Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international. La Grande-Bretagne vient d'asséner le coup de grâce au Maroc en rejetant le projet du câble d'énergie en hydrogène verte, projet de 25 milliards de livres, soit l'équivalent de 34 milliards 39 millions de dollars visant à exploiter les énergies renouvelables marocaines via ce qui aurait été le plus long câble électrique sous-marin du monde. Ce rejet de la Grande-Bretagne sonne comme une sentence de mort sur Rabat, elle qui accordait une importance vitale à sa mise en œuvre, voit tous ses espoirs s'évaporer. Tout de suite, les développements. Pour en parler avec nous ce soir, Al-Kanti Bala, ancien ou diplomate sahraoui depuis Paris en direct avec nous. Kanti Bala, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et surtout merci à vous de m'avoir invité à votre émission. Merci. On aura également avec nous Ahmedna Abdi Mbarak, porte-parole chargé des affaires étrangères de la jeunesse sahraoui en France. Il est avec nous en direct depuis Paris. Ahmedna, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci également pour votre invitation. Merci à vous, messieurs. Alors, pour commencer, Ahmedna Abdi Mbarak, peut-on aujourd'hui réellement dire que le Maroc a eu un coup dur avec ce retrait très inattendu de la Grande-Bretagne? Tout à fait, tout à fait. Ce qui vient d'annoncer justement le gouvernement de la Grande-Bretagne au Maroc, c'est un coup sans précédent, un coup dur, car on parle quand même d'un coup dur sur l'économie marocaine, mais aussi sur la politique étrangère marocaine. Dans le côté économique, on parle d'une perte de plus de 34 milliards de dollars, que c'est quand même une perte significative. Mais aussi, c'est une perte d'influence politique, car c'était aussi le moment de rappeler au Maroc que n'est pas un partenaire sérieux, n'est pas un partenaire fiable, et que un changement simple, un simple changement de gouvernement, on est passé d'un gouvernement conservateur en Grande-Bretagne à un gouvernement un peu plus avec les yeux un peu plus ouverts pour savoir que ce projet ne tenait pas la route et qu'il y avait beaucoup trop de risques pour tenir jusqu'au ce projet à bout. D'un côté, on l'annonce justement comme un projet qui n'est pas dans l'intérêt national, alors que le gouvernement conservateur l'annonçait justement comme un projet de grand intérêt national. Pourquoi cette question a changé? Peut-être c'est lié, et très sûrement lié avec la question sahraoui, et justement l'instabilité que se trouve justement pour le Maroc, c'est que le monde entier lui rappelle que c'est un État occupant et que justement que ses ressources, que ce soit les ressources éoliennes, mais aussi solaires, bien majoritairement du Sahara occidental. On rappelle que ce territoire justement du Sahara occidental a un grand potentiel et que aussi fait un enjeu majeur dans ce projet soi-disant marocain de faire la course dans les projets verts, alors qu'en réalité nous savons que ces projets sont justement d'une grande partie illégales, car Oui, ils sont justement exploités dans les territoires du Sahara occidental. encore litigieux. Alors, alors, d'un côté, justement, le Maroc investit justement dans ces projets et pas vraiment investir parce que justement le Maroc il se concentre surtout sur les mesures appelées indices, ces contributions déterminées au niveau national, justement qui sont aussi les aides destinées à des États comme le Maroc pour les aider dans des projets verts. Et comme malheureusement, le Maroc, ce qu'il fait de plus illégal au regard international, c'est mettre en place ces projets dans des territoires occupés, au Sahara occidental, à des villes comme celle de l'Ayoun, mais aussi à Bouzdour, et que justement l'enjeu est si majeur pour le Maroc qu'à chaque fois, et le monde entier lui rappelle que le meilleur ami du peuple sahraoui est justement le droit international. Et il Oui. est là justement, elle est là la Cour de justice de l'Union européenne pour protéger les Sahraouis. Et vous rappelez justement aussi au Maroc qu'il n'y a aucun lien de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental et que le légitime représentant du peuple sahraoui est bien le Polisario. Donc, échec après un autre, la question sahraoui est toujours menace le régime marocain, menace cette occupation illégale et nous rappelle justement qu'une transition, un simple changement
de gouvernement pour rappeler justement Très à bien. l'occupant que c'est justement une pratique illégale. Très bien, très bien. Alors, effectivement, c'est dans cet ordre d'idées, justement, que va se construire cette question. El Kantibala, alors le ministre de l'Énergie britannique, bien sûr, a déclaré qu'il n'était pas du tout dans l'intérêt national du Royaume-Uni, pour le citer, de poursuivre à l'heure actuelle donc l'examen d'un soutien au projet énergétique Maroc-Royaume-Uni. Selon vous, El Kantibala, pourquoi la Grande-Bretagne a rejeté un projet de cette envergure? Il faut dire que c'est un méga projet auquel le Maroc s'attendait justement. Je pense que, comme il l'a dit le ministre britannique, que ce ne cadre pas Michael avec Sanks. l'intérêt, voilà, national britannique. De ce fait, en fait, c'est un projet extrêmement coûteux d'une part, comme l'a rappelé aussi votre invité, il y a le risque aussi éthique, Oui, étant donné qu'il peut y avoir une exploitation des ressources énergétiques liées au Sahara occidental, étant un territoire non autonome, occupé. Donc c'est un ensemble de risques auquel le Royaume-Uni n'est pas prêt à assumer. Et de ce fait, donc, ce projet rejoint les projets grandioses sur le papier, mais finalement irréalisables. Ça fait alimenter quelque part la propagande marocaine. On a vu ça précédemment à travers plusieurs projets. Le projet Atlantique, le projet du gazoduc via le Nigeria, du Nigérian, etc. C'est un ensemble de projets que servent plutôt la propagande marocaine oui, pour quelque part distraire une opinion marocaine qui souffre, qui ploie sous la misère et sous le chômage le régime leur quelque part montre qu'il est capable de s'insérer dans l'économie mondiale, qu'il est capable de mener de grands projets, mais on voit que tous ces projets en fait sont des projets chimériques et ce projet de câble électrique avec le Royaume-Uni suit le même schéma. Alors oui. qu'en parallèle, l'Algérie peut effectivement être un excellent fournisseur à l'Europe et par conséquent au Royaume-Uni dans ce secteur électrique, étant donné l'immense capacité algérienne dans ce sens et la capacité, y compris de production d'énergie verte comme l'hydrogène vert, l'Algérie disposant de grandes ressources gazières capables de produire cet hydrogène vert, à l'inverse du Maroc qui ne dispose ni de pétrole ni de gaz et donc tous ces projets énergétiques qui agitent ici et là sont en réalité sont des projets de propagande finalement, parce qu'aucun d'eux, jusqu'à preuve du contraire, enfin, ne s'est réalisé et n'est réalisable de Oui. fait. Très bien, Al-Kantibala. Donc, on va justement creuser un peu plus davantage. Ahmedna Abdi Mbarak, selon vous, alors ce projet, s'il devait voir le jour, parce que c'est comme ça que c'était prévu, ce n'est pas fait, qui devait justement financer ce projet ou ce méga projet pour qu'on puisse un petit peu mettre nos téléspectateurs, si vous voulez, dans le schéma, à savoir que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ne peut réellement rejeter ou se retirer d'un tel projet si cela ne lui était pas vraiment coûteux. Alors, qui devait vraiment financer ce projet et quelles étaient justement les villes bénéficiaires? Est-ce que réellement la Grande-Bretagne aurait été en grande partie bénéficiaire de ce projet? Alors, comme tout projet d'énergie verte ou de projet justement avec la transition énergétique du Maroc, est tout à fait un échec. Tout projet employé justement dans cette politique est sans logique et sans vraiment véritablement
un avenir fiable. Pourquoi? D'un côté, pour le Maroc, pour un pays, c'est bien justement de produire de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, mais il faut savoir à qui le vendre. Et justement, l'échec de Maroc a toujours été celui à qui le vendre. Justement, la question, à qui le vendre. Et il n'y a pas de relation justement en commerce, justement en termes d'énergie verte avec l'Algérie, ni avec la Mauritanie, ni avec le Sahara justement qui l'occupe illégalement, mais non plus avec le Portugal. Le Portugal qui est un voisin aussi du Nord, qui est aussi un leader, un exemple même pour l'Union européenne en termes d'énergie verte, et Oui. comme l'Espagne aussi avec des grands justement déploiements de projets ambitieux, mais aussi de projets qui tient la route. Alors, qui va financer ce projet? Personne. Pourquoi? Dès le début, ce projet n'est pas réalisable. Déjà, la date est est fixée justement en 2030, l'agenda 2030, 35. C'est très tôt justement pour un État qui n'a pas encore des infrastructures justement fiables pour mener dans la voie de la transition verte. Alors c'est bien pour le Maroc de demander encore d'aide internationale pour ces projets, sauf que tu ne peux pas demander d'un côté de l'aide oui, et après, relever justement des défis comme celui de provisionner le 8% du Royaume de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas vraiment lié justement à la capacité du Maroc, parce que dès le début, tout projet mené en énergie verte du Maroc n'est pas lié ni aux besoins de l'État, ni justement au sens justement commercial qui pourrait avoir le Maroc dans la région. Ils ne sont pas capables justement d'avoir ce projet. Pourquoi? Toujours, comme il l'a dit votre invité, il s'agit tout d'abord d'une politique de propagande, justement. Le Maroc qui veut se montrer dans ses projets verts, un pays qui attire justement vers les projets verts, mais on sait très bien que la réalité est bien distincte. Il n'y a pas de financement, pas de stratégie, pas d'avenir, justement. Oui, justement, alors on se pose quand même la question, Kantibala, c'est que désigné par le précédent gouvernement comme étant un projet d'importance nationale, il aurait été confronté à des obstacles majeurs, selon les dires, en matière de financement justement et de réglementation. Est-ce que c'est seulement pour vous, Kantibala, une histoire d'argent ou cela cache-t-il d'autres aspects? De la part de la Grande-Bretagne, bien entendu. C'est possible qu'il y ait un problème de financement, effectivement, parce que le chiffre avancé est assez important. Ceci étant dit, il y avait quand même des financeurs qui ont été annoncés dans ce projet, qui ont les reins solides en matière de financement. Je pense plutôt que le Maroc ne pourrait pas, quelque part, être un partenaire sur le plan large, en fait, fiable en termes de fournisseurs d'énergie, qu'ils soient électriques dans ce cas ou autres, pour l'Europe et ou pour le Royaume-Uni. Oui. Le Maroc déjà souffre lui-même de problèmes énergétiques. Ça, on le sait. Et par ailleurs, si tant est qu'il s'agit d'une énergie propre, eh ben, le Maroc n'est pas bien placé pour produire une telle énergie verte. Si le Royaume-Uni ou quelques pays européens voudraient importer de l'énergie verte, comme je le disais tantôt, c'est bel et bien l'Algérie qui est bien placée pour pouvoir en produire et en exporter. Le Maroc ne le peut pas. Il ne produit pas du gaz, qui est la base de la production de l'hydrogène vert. L'énergie éolienne est extrêmement coûteuse et elle n'est pas tout à fait verte pour le Maroc. Et donc, le Maroc est mal placé. Donc, ce projet ne pouvait pas vraiment être viable. Le Maroc ne pourrait pas se placer sur ce créneau en tant que fournisseur d'énergie. Donc, il a lui-même de gros soucis pour alimenter son marché. Sa Alors, propre population. comment Mm. pourrait-il Le faire pour fournir d'autres. voilà, des marchés extrêmement énergivores comme le marché européen ou le marché anglais?
Hmm. Ben justement, c'est ça la question qu'on se pose finalement. Ce projet, s'il avait vu le jour, il aurait été profitable à qui? Même avant de voir le jour, c'est-à-dire lorsqu'on va faire les préparations, il aurait été profitable beaucoup plus pour le gouvernement ou pour le Maroc, puisque c'est lui qui en souffre le plus de ce manque d'énergie verte. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui a fait que aujourd'hui la Grande-Bretagne se retire. Ahmedna, c'est un revers ou c'est une sentence, ça s'apparente en tous les cas à ça, à une certaine sentence de mort sur Rabat, puisque de toute façon, c'est un peu le coup de grâce, comme je le disais, pour le Maroc, qui a toujours utilisé justement la coopération économique avec les grandes puissances pour justement asseoir son ascendant sur les territoires occupés sahraouis. Et voilà un projet qui a échoué avant même de connaître le jour. Je dirais que c'est que le début, justement. Ce qui vient d'être annoncé, c'est que le début de ce qu'il pourrait s'attendre, justement, le gouvernement marocain, le régime marocain, justement, dans la question de ces ressources qui pose toujours trois questions sur le plan éthique, politique et juridique. Toujours la question de comment se placer avec cet État, justement, qui pratique des politiques, justement, menaçantes par n'importe quelle économie, car ne représente pas une fiabilité, justement. Pourquoi je dis que c'est que le début? Car si, justement, si on fait un petit rappel à la sentence, justement, du 4 octobre 2024, nous rappelle que il y aura bien dans un avenir proche justement, un effet domino contre cette économie marocaine qui se tient justement par l'exploitation des richesses du Sahara occidental aussi, et que cette sentence qui renforce justement une personnalité juridique pour le Front Polisario, même si il a donné justement avec son équipe juridique un délai d'un an pour que l'Union européenne respecte justement cette sentence, l'effet domino va arriver tôt ou tard de justement obliger pas seulement les États, mais aussi les entreprises à respecter justement cette illégalité internationale sur le fait que les ressources naturelles de Sahara occidental appartiennent aux Sahraouis, mais aussi le fait que cette question existe et que nous ne savons pas non plus d'où elle provient vraiment cette énergie, se pose toujours la question comment le Maroc peut devenir un partenaire fiable alors qu'il a justement une politique internationale qui s'oppose, que justement lui donne un coup de grâce à chaque fois qu'elle tente justement à établir une relation avec un autre État, soit économique, soit politique, se pose justement le cas de comment mener cette politique vers le droit international. Ce n'est que le début pour le Maroc, ce n'est que le début pour le régime du Marzel. Ça va être justement le coup de grâce fatal quand le Polisario commencera justement avec les poursuites judiciaires contre toutes ces entreprises illégales qui se trouvent au Sahara occidental, mais tout ce qui justement inclut le Sahara occidental dans ses Très développements bien. économiques, Oui. dans ses projets économiques. C'est exactement cela à partir du moment où la plupart des projets qui sont entamés ou qui prévoient, que le Maroc prévoit d'entamer, se font généralement surtout dans les territoires occupés, justement pour montrer peut-être par le Maroc que ce sont des territoires marocains, mais sur un plan économique, et ce n'est que le début de cette supercherie justement utilisée par le Maroc. Justement à ce propos, monsieur El Khantibala, cela ne tombe vraiment à pic, pour ne pas dire un peu mieux, puisque l'ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, John Bolton, vient de rappeler, à qui veut l'entendre bien entendu, que la question sahraoui est l'une des plus grandes injustices non encore levées dans un entretien qu'il a accordé au site espagnol Ultra Lectura. John Bolton, qui n'est pas à sa première sortie concernant justement cette question sahraoui, il le rappelle aujourd'hui et il le rappelle de manière très claire. Oui, tout à fait. Et pour revenir très brièvement à ce projet Oui, électrique marocain, il y a quelque chose de constant chez la force d'occupation marocaine, c'est de vouloir impliquer le capital international dans son occupation du Sahara occidental, une normaliser sorte cette de faire occupation. valoir. Voilà, tout à fait.
Et le fait que ce type de projet, que ce soit pour le Nigeria, le gaz nigérien ou cette connexion électrique échoue, c'est quelque part un échec également pour l'occupation marocaine. Cette même occupation qui est régulièrement condamnée par tous ceux et toutes celles qui sont attentifs à un monde juste fondé sur le droit. Et l'un d'entre eux, vous venez de le citer, c'est John Bolton, qui connaît un des très grands connaisseurs du conflit du Sahara occidental, étant lui-même été, comment Chargé du dirais-je, dossier sahraoui auprès de voilà, bras l'administration droit de américaine. James Baker à l'époque quand Tout il à fait. travaillait sur une solution onusienne du Sahara occidental. Et il connaissait très très bien ce conflit. Et de temps en temps, il se manifeste pour rappeler que effectivement, comme vous voulez le dire, que le Sahara occidental est une immense injustice et que il rappelle que ce qui se passe est tout à fait contraire au droit international, que la présence du Maroc est une présence éminemment coloniale, que ça enfreint violemment le droit international et que la solution idoine pour ce conflit ne peut être que dans le cadre du droit à l'autodétermination et que le peuple sahraoui puisse déterminer le statut de territoire. C'est quelque part ce que a rappelé à travers cet entretien John Bolton. Et il n'est pas le seul. Nombre d'observateurs et d'experts honnêtes et justes rappellent toujours la même chose. Et en cela, il s'appuie sur l'histoire, mais également sur le droit, des centaines de résolutions, que ce soit de l'Assemblée générale de l'ONU ou du Conseil de sécurité, mais également, comme nous l'avons souvent rappelé sur votre antenne, des arrêts historiques et solides de justice internationale, telles que la Cour internationale de justice de 1976, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'avis juridique du Hans Corell, qui est le secrétaire adjoint des Nations Unies chargé des affaires juridiques, ou la Cour suprême sud-africaine, qui ont toutes, lorsqu'ils ont planché sur le plan objectif et juridique sur ce conflit du Sahara occidental, ont tous rappelé que le Sahara occidental n'est pas le Maroc, que le Maroc n'a aucun titre de souveraineté sur le Sahara occidental et que, in fine, il s'agit bel et bien d'une occupation, d'une possession par la force d'un territoire d'autrui. Et c'est ce que rappelle justement, et à juste titre et avec grande éloquence, John Bolton dans cet bel entretien et grand entretien accordé à ce site espagnol Otra Lectura. Oui, très bien. D'ailleurs, il est toujours là, chaque fois que l'occasion se présente à lui, pour remettre les pendules à l'heure et rappeler la légalité internationale concernant le dossier sahraoui. Ahmedna, en moins d'une minute, s'il vous plaît, pour ne pas dire en 30 secondes, voilà ce qu'on me dit. Donc, vous avez 30 secondes pour le dernier mot. D'autant plus que, juste, je rappelle que John Bolton avait dit que le Maroc fait en sorte d'entraver l'opération à plusieurs reprises car il redoute que les résultats du référendum ne servent pas ses ambitions expansionnistes. Ahmedna. J'aimerais profiter de ces 30 secondes pour dire que ce diplomate républicain est toujours là pour détruire justement la propagande marocaine en disant justement que la question sahraoui est une injustice justement encore levée, mais aussi pour rappeler justement que le Front Polisario est bien le légitime représentant du peuple sahraoui et qu'il n'est en rien lié justement à cette propagande marocaine qui le associe justement au terrorisme. Merci beaucoup, Ahmedna Abdi Mbarak. Vous avez respecté les 30 secondes au timing près. Je rappelle que vous êtes porte-parole chargé des affaires étrangères de la jeunesse sahraoui à l'étranger. Kantibal a été également avec nous, diplomate sahraoui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.